Bonjour, voici une fonction avec une exponentielle et un logarithme, c'est pour la deuxième année sciences maths. Et puis un petit exercice aussi de nombres complexes. Alors cette fonction-là, elle est définie par, pour tout n appartenant à une étoile, g indice n de x est égal à n exponentielle x moins ln n sur x. Alors d'abord, il faut calculer la limite en 0 plus et en plus l'infini. Donc pour cette première question, vous avez la limite en 0 plus de g indice n de x est égal à la limite. Donc l'expression c'est ça. Donc n exponentielle x moins ln de n plus ln de x. Ce nombre tend vers n, celui-là tend vers moins ln de n, c'est une constante, il ne dépend pas de x, et ln de x tend vers moins l'infini. Donc ça nous donne moins l'infini. Et en plus l'infini, la même chose. N exponentielle x tend vers plus l'infini, et ln x tend vers plus l'infini. Donc, il n'y a pas d'indétermination. Propriété sur les limites, c'est plus l'infini. Bien, pour cette question B, vous avez les variations de la fonction g indice n. Or, pour tout n appartenant à n étoile, la fonction g indice n est dérivable sur 0 plus l'infini. Parce que les deux fonctions qui la composent comme somme sont dérivables sur 0 plus l'infini. On a x et ln x ma n exponentielle x. Très bien. Et voici. Alors, quel que soit x supérieur strictement à 0, j' n de x, voilà, la dérivée de n exponentielle x, c'est n exponentielle x, et le ln x, c'est 1 sur x. La dérivée de ln n, c'est 0. Donc, vous avez ça, tout ce qu'il y a de dividende. Donc, la fonction est strictement croissante, c'est 0 plus l'infini. Donc, elle est croissante de moins l'infini vers plus l'infini. Deuxièmement, donc, on va montrer qu'il existe un unique nombre alpha n. Dans cette question 2, on doit nous montrer qu'il existe un unique alpha n appartenant à 0,1 tel que gn de alpha n égale à 0, c'est-à-dire théorème des valeurs intermédiaires ou la bijection continue. Alors voilà pour cette question. Nous avons pour tout entier naturel non nul n, nous avons g indice n et continue strictement croissante, continue parce qu'il est dérivable d'après la question 1b, strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc en particulier sur l'intervalle 0,1. Donc Gn est bijective, Gn donc est bijective ou bien une bijection, là elle assure une bijection de 0,1 vers J égale Gn de cet intervalle 0,1. Ici vous avez, donc c'est la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de g indice n de x. Ici, au lieu de mettre la limite lorsqu'x tend vers 1 moins, donc parce que la fonction est continue en 1, donc la limite à gauche est égale à l'image. Voilà. En remplaçant, vous avez n. Et ce nombre-là est un nombre positif. Pourquoi? Parce qu'on sait que la croissance comparée, que n est un nombre strictement positif, et ln de n est inférieur à n, est inférieur à exponentielle n. Donc vous avez ln de n est inférieur à n, ça veut dire qu'en multipliant par moins ln de n est supérieur à moins n. Donc ne, moins, on ajoute ne. Donc n exponentielle exponentielle. Donc ça, et ça c'est un nombre strictement positif parce que moins n est supérieur à 0. Donc 0 appartient à l'intervalle j, parce que Gn est bijectif, donc elle admet un unique antécédent. Il existe un unique alpha n appartenant à 0,1 tel que Gn de alpha n est égal à 0. Alors dans cette troisième question, comme pour toutes les suites implicites, donc ou bien définies implicitement, on va chercher g indice n plus 1 de alpha n ou bien g indice n de alpha n plus 1, c'est la même chose. L'essentiel c'est de trouver son signe, qu'il est positif ou négatif. Donc ça c'est n plus 1 exponentielle alpha n plus ln de alpha n moins ln de n plus 1. C'est n donc ici, n exponentielle alpha n plus ln de alpha n, plus e alpha n ici en développant moins ln de n plus 1. Or ce nombre-là est égal à alpha n parce que gn de alpha n c'est e alpha n plus alpha n moins ça égale à 0. Donc cette quantité-là égale à alpha n, donc on la remplace. On va voir donc ln moins ln plus 1, c'est ça le problème, plus e alpha n. Donc c'est ln de n sur n plus 1. N sur n plus 1 plus e de alpha n. Ce nombre-là, est-ce qu'il est positif ou négatif?
Alors vous avez alpha n appartient à 0,1. Ceci implique que, parce que l'exponentielle est croissante, donc vous avez donc e à la puissance 0, si on prend sur 0,1, est inférieur, parce que à la puissance 0, 0,1 est inclus dans l'intervalle 0,1 fermé. Donc c'est inclus dans 1, e à la puissance 0, e à la puissance 1. Donc si vous ajoutez ln de n sur n plus 1 aux deux membres, la voici, vous allez voir ça. Ça veut dire que e alpha n plus ln de alpha n est supérieur à son nombre. Or, son nombre, c'est quoi? Ça, c'est ln de e, donc le produit. ln de ne sur n plus 1. Ouais, ne sur n plus 1 est supérieur à 1. Lâche, parce que n est supérieur ou égal à 1, e moins 1 est supérieur strictement à 1, donc leur produit, ce sont des nombres positifs. Leur produit est supérieur à 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Ouais, le produit il y a ne moins n, donc n est E est supérieur strictement à n sur n plus 1. Donc le rapport est supérieur à 1. Si le rapport est supérieur à 1, ça veut dire que Ln est, parce que ce sont des nombres positifs, hein, vous avez ça, donc supérieur à 0. Ce sont des nombres strictement positifs, donc le rapport est donc égal. Donc ça veut dire que Gn plus 1 de alpha n est un nombre strictement positif. Or 0 c'est quoi 0? 0 c'est Gn plus 1 de alpha n plus 1. Et comme bien sûr, vous pouvez utiliser la réciproque, Gn plus 1, Gn plus 1 moins, c'est-à-dire vous faites introduire la réciproque ici, parce qu'elle est strictement croissante, par composition. Donc G moins 1 de n plus 1 rend, et vous débarrassez des Gn, il vous reste. Ou bien adinit par contraposé, il a un G du x, G de y, ou si bien G croissante, ceci implique quoi? X inférieur à y, parce que par contraposé, la contraposée est... Or, puisque la fonction est croissante, la contraposée est vraie, donc elle est vraie, sans passer par la réciproque. Sinon, on a l'habitude de passer par la réciproque. Dans cette question B, il s'agit de montrer que alpha n est comprise entre n sur exponentielle NE et n sur exponentielle n, c'est ça. Montrer que alpha n est convergente et calculer sa limite. Vous avez ici, donc, comme on a utilisé dans la question précédente, alpha n est un réel de l'intervalle 0,1 et la fonction exponentielle est croissante, strictement. Donc vous allez voir ça. 1 est inférieur, donc en multipliant par n, donc n est inférieur à n, alpha n est inférieur à ne. Or, et nous avons Gn de alpha égale à 0, ça veut dire que ne alpha est égal à moins alpha n sur n, c'est-à-dire alpha n sur ln de n sur alpha n. Voilà, donc on reporte ici, vous avez ça. Donc vous passez à l'exponentielle, donc exponentielle n, donc la réciproque, n sur alpha n et ça. On inverse et on multiplie par n, donc nous avons le résultat demandé. La question C. Alors vous avez ici la suite alpha n est une suite qui est décroissante minorée par 0, c'est-à-dire une suite positive, strictement même positive. Alors elle est convergente, critère de convergence. Alors, vous avez là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a ça. Alors, elle est convergente. Très bien. Nous avons, d'après cette relation-là, limite de 1 sur n sur exponentielle ne est égale, donc on va multiplier par e, est égal à 1 sur e limite de ne sur exponentielle ne, c'est-à-dire x sur e de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est une limite usuelle, donc c'est 0. La même chose ici, la limite c'est une limite usuelle qui est égale à 0. D'après donc les limites et l'ordre, ou bien le théorème des gendarmes, vous avez la limite lorsque alpha n, la limite de alpha n est égale à 0. Nous savons que lorsqu'on passe à la limite, les inégalités deviennent larges. C'est-à-dire la limite de ça est inférieure à la limite.
Alors pour cette quatrième question, nous avons Fn, une primitive de 1 sur G indice n de x sur alpha n plus l'infini. Bon, alpha n plus l'infini, on aurait pu prendre sur 1 plus... Bon, l'exercice c'est comme ça. On considère donc la fonction h indice n qui est donc f indice n de 2x moins f indice n de x sur cet intervalle. Alors il s'agit de montrer que h indice n de x est encadré de cette façon, c'est-à-dire entre x sur gn de 2x et x sur gn de x. Calculer sa limite et calculer la dérivée de la fonction h indice n, bien sûr, sur l'intervalle alpha n plus l'infini. Question 4a, donc, on va considérer la fonction fn, une primitive de 1 sur gn, sur l'intervalle alpha n plus l'infini, et hn de x est égal à fn de 2x moins fn de x. Alors la première question, quel que soit x appartenant donc à cet intervalle, on va appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction fn sur l'intervalle x de x. Fn bien sûr est continu, il est strict, est dérivable, parce que c'est une primitive, donc il est dérivable. Il existe c appartenant à cet intervalle, c'est-à-dire que fn de 2x moins fn de x est égal à x f' de c, et f' de c est égal à 1 sur gn de c. Vous avez gn est une fonction croissante et positive, donc 1 sur gn est décroissante. Comme x est compris entre c est compris entre x et 2x, donc 1 sur gn de c est compris entre 1 sur gn de 2x et 1 sur gn de x. 1 sur gn de x. Et ça c'est x, c'est pas n de x. Très bien. Ça donc, cette quantité-là, donc c'est 1 sur gn de x en multipliant par x. Nous allons voir x sur gn de 2x est compris entre fn de 2x. Ça devient fn de 2x moins fn de x. Ça veut dire, quel que soit x supérieur, hn est compris entre ça, entre ces deux valeurs-là, ce qui est bien sûr demandé. Très bien. Donc pour la limite, nous avons que la limite de gn de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc aussi la limite de gn de x de 2x, c'est la même chose. Donc par changement de variable, parce que 2x tend vers plus l'infini. Vous avez gn de 2x aussi est égal à plus l'infini, ça veut dire que la limite de hn de x est égale à 0, puisque ça tend vers 0 et ça tend vers 0. Maintenant la dérivée. À la question C, il s'agit de chercher la dérivée de la fonction h indice n. Vous avez les fonctions f indice n et x vers 2x sont dérivables. Hn, donc c'est la composée. F de 2x, c'est une composée donc. Moins f de x, c'est la somme et la composée de deux fonctions dérivables. Donc vous avez, quel que soit x appartenant à alpha n 0 plus l'infini, h' de n est égal à 2f' de x, c'est ça. Donc c'est 2 sur gn de 2x. Donc la dérivée de la composée, f' de 2x. Donc est égal à 2 sur gn de 2x moins 1 sur gn de x. Si vous faites le dénominateur commun, vous allez avoir 2 gn de x moins gn de 2x. Et 2 gn de x moins gn de x, vous remplacez. Vous pouvez le simplifier de cette façon. Voici. Donc à quoi est égal à h' de x est égal à ça. Maintenant, si vous voulez tenter d'étudier cette fonction h', nous connaissons sa limite. Vous devez poser une autre fonction qui est u de x est égal à n. Donc on va la laisser comme ça. C'est-à-dire 2n exponentielle x moins n exponentielle 2x plus ln x moins ln 2n. Voilà. Pour ln 2n, comme ça vous allez avoir sa dérivée. La dérivée u' de x est égale à quoi? Est égale à 2n exponentielle x moins 2n exponentielle 2x, attention, plus 1 sur x. ln de 2n est égal à 0. Donc ici, il va falloir montrer que cette fonction-là est, ça c'est 2n, voilà, donc est égal à 1 sur x facteur de 2n x e de x facteur de 1 moins exponentielle x plus 1. Ça c'est un nombre négatif parce que x est supérieur à alpha n, et peut être négatif ou positif. Il change de signe, c'est ça le problème, il change de signe parce que alpha n est inférieur à 1. Donc vous voulez essayer d'étudier ça si vous pouvez.
l'exercice 2, nous avons l'équation E que voici, équation du second degré. On va avoir donc Z1 et Z2, les racines de telles que réel de Z1 est supérieur strictement 0. Donc delta c'est 1 moins 8 au carré plus avec ce moins là. Vous allez avoir donc 1 moins 64, c'est moins 63, moins 16i. Donc c'est 5 plus 12i est égal à 3 plus 2i au carré. Ce sont des nombres assez usuels, ceux-là. Lorsque vous avez ici des nombres pairs, vous pouvez trouver la racine facilement. Sinon, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Vous dites soit delta, donc une racine de grand delta. Donc vous allez avoir a carré moins b carré est égal à la partie réelle. AB c'est la partie imaginaire, donc AB est supérieur strictement à 0. Et le module au carré de delta, delta au carré est égal à 13, est égal au module voilà, et vous trouvez ça. Donc vous avez les deux racines, c'est 2 moins 3i, ou la deuxième racine c'est moins 5 moins 5. Donc celle qui a la racine, donc Z1 est égale à 2 moins 3i. Celle qui a la partie réelle positive, c'est Z1, très bien. Là c'est une vérification, Z2 sur Z1. Bien sûr, on ne va pas chercher les formes trigonométriques de Z2 et Z1 parce qu'ils ne sont pas usuels. Donc le rapport, vous faites le rapport comme ça, soit vous multipliez par la partie conjuguée, soit comme nous avons déjà dit, vous multipliez directement. Nous savons que A plus BI sur C plus DI est égal à quoi? Est égal à 1 sur C carré plus D carré, facteur de AC plus BD plus BC moins ADI. Donc ça c'est la formule si vous voulez la retenir. Donc voici, donc vous faites le calcul directement, ou bien vous multipliez par la partie conjuguée, c'est la même chose. Vous avez ici un nombre complexe usuel, c'est-à-dire un nombre complexe, la partie réelle de Z est égale à la partie imaginaire de Z. Nous savons que c'est pi sur 4 avec la règle d'ici. Bien, donc soit θ, un nombre donc congru à arc tangente. Pose θ est égal à l'arc tangente de, donc θ est égal à l'arc tangente moins 3 demi. Si on pose Z1 est égal à R alpha, alors vous allez avoir R alpha, donc et Z1 c'est 2 facteurs de 1 moins 3 demi de I, puisque c'est un nombre positif, donc argument de Z1 c'est un argument de 1 moins 3 demi de I, modulo de pi, c'est congru à alpha, parce qu'on a posé ici modulo de pi. Alors vous avez donc R cosinus alpha égale à 1 et R sinus alpha est égal à moins 3 demi. Donc si vous divisez, ceci implique que R sinus alpha sur R cosinus alpha est égal à moins 3 demi. Ça veut dire alpha est égal à arc tangente moins 3 demi plus kpi, k appartenant à Z. Donc vous avez ici l'égalité des tangentes, c'est tangente, ici ça c'est tangente, arc tangente moins 3 demi, tangente x est égal à tangente y, donc x égale à y plus kpi. Donc arc tangente moins 3 demi est un argument, c'est un argument parmi d'autres, un argument de Z1. Donc argument Z1 c'est θ modulo de pi, parce que ça c'est θ. Alors pour cette question, il s'agit de montrer que l'argument de 17 plus 7i est congrué à 2θ plus 3 pi sur 4. Alors déjà nous savons que la somme, le produit des racines de l'équation du second degré, que ce soit dans C ou dans R, c'est C sur A. C c'est moins 7 sur moins 17i, A c'est 1, donc ça. Donc l'argument de Z1, en passant aux arguments, de nombres complexes ont des arguments congrus modulo de pi. Donc argument de Z1 plus argument de Z2 est congru à argument de moins 17 facteurs de 17 plus i. Donc si pi argument de moins 1 c'est pi plus argument de 17 plus 7i. Donc argument de 17 plus 7i congru à θ moins plus argument de Z2 moins pi modulo de pi. D'autre part, d'après la question 1b, d'autre part ici, d'après 1 et d'après 1b, vous avez 1b, de point, Z2 sur Z1, et c'est racine de 2, 1 moins IP sur 4. Ça veut dire que l'argument de Z2 sur Z1, qui est argument de Z2 moins argument de Z1,
est congruent à moins pi sur 4 modulo 2pi. Donc l'argument de Z2, c'est donc argument de Z1, c'est-à-dire θ moins pi sur 4. En venant remplacer ici, donc nous allons avoir θ plus θ, moins pi sur 4 moins pi, c'est moins 5 pi sur 4. Si vous lui ajoutez 2pi, parce que c'est modulo 2pi, vous allez avoir plus 3. Alors, dans cette question, nous avons le nombre de 17 plus 7i, c'est égal à 17 facteur de 7 sur 17i. Donc, comme nous avons fait dans la question précédente, vous avez l'argument de 17 plus 17 plus 7i, c'est l'argument de 17, c'est 0. Et le reste, l'autre, c'est l'argument, le tangente modulo de pi. Donc, l'argument de arctangente 7 sur 17 est congru donc à 2θ plus 3pi sur 4 modulo de pi, d'après donc la question B, d'après B, d'après 3B. Donc vous avez donc l'arctangente sur 17, donc θ c'est arctangente moins 3 demi, plus 3pi sur 4. Passez de l'autre côté, l'arctangente étant impair, donc vous faites sortir le moins, vous avez ça. Ici donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que arctangente plus arctangente égale 3pi sur 4 plus 2kpi. Alors comme 7 sur 17 est compris entre 1 sur racine de 3 et 1, donc parce que cette racine de 3 est inférieure à 17, et l'arctangente est croissante strictement, donc vous avez 0, est inférieur à arctangente 7 sur 17 est inférieur à pi sur 6. La même chose, vous avez 3 demi compris entre 1 et racine de 3, ça c'est 1,5, ça c'est 1,71. Donc en passant à l'arctangente qui est strictement croissante, conservation de l'ordre, vous avez donc, vous multipliez, donc ça c'est l'arctangente de 1 c'est pi sur 4, fois 2 c'est pi sur 2, 2 pi sur 3. Vous avez ici pi sur 3, 2 pi sur 3. Si vous faites la somme membre à membre, vous allez avoir pi sur 2, 0 plus pi sur 2, est inférieur à cette somme, est inférieur à 2 pi sur 6 plus, non, ici vous allez avoir pi sur 6 plus 4 pi sur 6, c'est-à-dire 5 pi sur 6. Alors 5 pi sur 6, donc la seule valeur qu'il y a ici, c'est 3 pi sur 4, c'est-à-dire c'est la valeur parce que 3 pi sur 4, c'est 9 pi sur 12, et ça c'est 10 pi sur 12. Donc la seule valeur c'est 3 pi sur 4 et qui correspond à la valeur k égale à 0. D'où donc la résolution de cette équation en arctangente en utilisant les nombres complexes. La troisième question, ici vous avez donc la transformation R définie sur le plan complexe P qui est associé au point MZ, le point MZ' tel que Z' est égal à moins 3 plus 2i, moins 3 plus 2i, racine sur racine de 13, Z. D'accord, moins 3 plus 2i. Bien. Alors, quelle est la nature? Montrer que R est une rotation dont on déterminera le centre oméga et l'angle en fonction de θ. Alors ici, soit la transformation R définie sur le plan complexe qui a tout point M d'affixe Z associé le point M' d'affixe Z' tel que ceci, comme c'est donné. Alors vous avez ce nombre-là, vous connaissez d'après la classification des similitudes, donc Z' est égal à AZ plus B. Vous avez ici A appartient à C moins R, c'est-à-dire que c'est un complexe non réel. Alors si le module de A égale à 1, il s'agit d'une rotation. Si le module de A est différent de 1, c'est la composée d'une rotation et d'une homoticité. Donc vous avez ce nombre-là, c'est donc 1 sur racine de 13. Si vous mettez I en facteur, vous allez avoir 2 plus 3i. Et 2 plus 3i, c'est Z1 bar. Donc c'est I sur racine de 13, Z1 bar. Or Z1 bar, puisque le module ici c'est 13, c'est racine de 13 E moins Iθ. Donc vous avez parce que Z1 est égal à ça. Donc Z1 bar est égal à, c'est ça avec un moins. Donc vous allez avoir I, et I c'est exponentielle I pi sur 2, donc pi sur 2 moins θ. Voilà. Donc R c'est la rotation d'angle pi sur 2 moins θ et de centre oméga qui est l'unique point invariant de la transformation. Son affixe, ici vous avez ici lorsque oméga est égal à 1, donc vous avez ici, c'est une implique rotation d'angle, donc l'argument de centre oméga et donc argument de A. L'angle c'est argument de A. Qu'est-ce que c'est que le centre? C'est
Z oméga, c'est le point invariant. C'est B sur 1 moins A. Bien sûr, si A appartient à C moins R, il est différent de 1. Voilà, donc ici, donc, le centre, c'est ça, c'est I sur 1 moins E I θ. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez l'écrire sous la forme algébrique et le laisser, parce qu'il n'est pas demandé de le donner sur la forme exponentielle. C'est tout simplement pour faire les calculs, ça fait. On va c'est-à-dire Z oméga est égal à quoi? Est égal à I sur 1 moins 1 sur racine de 13 facteur de moins 3 plus 2i. Ou dit la racine de 13 il faut qu'on drop la partie conjuguée et tu trouves une forme algébrique. On a déjà un, puisque nous avons déjà écrit ça, alors nous allons écrire donc ZI sur 1 moins U θ. Si vous voulez enlever le moins, vous ajoutez ici, vous retranchez P ou bien vous ajoutez Pi. J'ai retranché Pi. Donc vous allez voir moins Pi sur 2 moins θ et je factorisé par le moins. Ou là, vous avez la forme 1 plus EI alpha. 1 plus EI alpha, c'est quoi? C'est 2 cosinus alpha sur 2, EI alpha sur 2. D'accord? 1 plus EI alpha. D'accord? 1 plus, vous le connaissez ça, c'est 2 cosinus alpha sur 2, EI alpha sur 2. Donc c'est ce que nous avons fait ici, donc 2 cosinus. Ici le moins on l'a enlevé parce que le cosinus est pair. Et là, on a que le moins هو هذاك وطلع هذا الفوق خصك تضرب في هذه pi sur 2 هذه الفوقاني. Donc tu ajoutes pi sur 2, donc tu as ça, voici donc وهذا l'angle هذا 2 cosinus pi sur 4. ما يمكنلكش تقول بأنه سي هذا هو l'argument إلا كان هذا sauf si son nombre est positif strictement bien sûr. Alors vous avez d'après la question 3b oméga est égal à 1 demi 3 pi sur 4 moins arctangente 7 ou là où bien arctangente 7 sur 17 et dans l'intervalle 0 pi sur 6. Donc si vous encadrez, vous allez voir que cet angle là, cet argument de cosinus, ce n'est pas un angle, c'est un argument parce que c'est une fonction dans R. Cet argument là est un nombre compris entre 0 et pi sur 2, donc son cosinus est strictement positif. Donc tu as le droit d'écrire Z oméga est égal, voici le module, et ça c'est l'argument. Donc dans cette question B, on considère la transformation R', qui est un point M d'affixe Z associé le point M seconde, tel que Z seconde est égal E I θ Z. E θ Z. Donc ici c'est R', vous voyez bien que c'est la rotation. Vous avez ici R' est égal à la rotation du centre O, bien sûr parce que ici plus B plus 0, et d'angle θ. Et on sait que la composition, on nous dit quelle est la nature de la rotation R rang R'. On sait que la composée de deux rotations d'abord est commutative, donc si vous voulez considérer R' rang R, bon, c'est pas un problème, et c'est une rotation, donc la somme des angles. Oui, donc la somme des angles. Donc c'est une rotation d'angle pi sur 2. Et son centre, il n'y a pas une formule, ici il y a une formule, mais un peu, on ne la fait pas, pour chercher le centre de la rotation. Parce que si nous avons deux points, c'est-à-dire l'image de A, c'est B, l'image de B, c'est C, donc c'est le centre de la composée appartient à l'intersection des médiatrices. Bon, l'essentiel, ce n'est pas nécessaire de savoir ça parce qu'on peut le faire directement. Donc vous avez si M' est égal à R rang R' de M, c'est-à-dire R de R' de M. R seconde, ou la Z seconde est égal à EI θ. Donc Z', qui est l'image de M', Z' est égal à EI θ moins plus I2, Z seconde plus I. Et Z seconde, c'est EI θ Z. Donc vous allez voir EI θ mchat, I pi sur 2, Z plus I. Donc c'est la rotation que nous avons dit, donc le pi sur 2, et le centre I d'affixe, donc B sur A moins 1, A moins A, c'est-à-dire I sur 1, EI pi sur 2, c'est I. I sur 1 moins I. Voilà qui est égal à 1 demi, I facteur de 1 plus I en multipliant par la partie conjuguée, est égal à ceci. Donc c'est une rotation, donc R rang R',
est égale à la rotation de centre O et de centre I et l'angle pi sur 2. D'accord? Très bien.